Bonjour Eliott Plenel. Bonjour. Vous êtes évidemment le cofondateur et le président de Mediapart. Vous êtes un sniper, c'est le titre de Téléops. C'est quoi un sniper? Vous tirez sur tout ce qui bouge? Oui, c'est ce qu'ils prétendent, mais je réponds dans l'interview. Je dis, moi, je n'ai pas de cible, je n'ai que des curiosités au service de l'intérêt général, au service du droit de savoir des citoyens. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est le journalisme d'investigation, ça doit... Il faut savoir... C'est la légende, c'est un peu la mythification. Je pense qu'il faut être beaucoup plus humble. Encore une fois, nous apportons ce qui n'a pas de prix. Les citoyens, sous toutes les latitudes, ont besoin d'une presse indépendante pour savoir ce que les pouvoirs, qu'ils soient politiques et économiques, font en leur nom. Regardez l'actualité turque, nous le rappelle brutalement. Il faut une presse pluraliste, il faut une presse au service, encore une fois, du droit de savoir, qui est aussi important que le droit de vote. Voter sans savoir, c'est voter à l'aveugle. Oui, mais ça veut dire par exemple que votre manifeste pour une presse libre va être traduit en arabe et diffusé en Égypte. Il est traduit. Sef Safa, un grand éditeur égyptien, a publié ces derniers mois Combat pour une presse libre, avec une préface que j'ai faite, rendant hommage, car actuellement beaucoup de journalistes égyptiens sont victimes de la répression. Et donc je suis très fier que nos idées circulent dans toutes sortes de langues, sous toutes sortes de latitudes, car ce sont des idées universelles. Il n'y a pas de nation propriétaire. Ça veut dire que vous allez, pendant la semaine de la presse à l'école, vous allez vous rendre au Cambodge, vous allez vous rendre à Singapour. Pour quoi? Dissimer la bonne parole? Dire, je vais en Amérique latine, je vais dans toutes sortes d'autres pays, au Maghreb, en Afrique, ça m'est arrivé aussi. Pourquoi? Parce que le numérique, c'est un média sans frontières. Donc nous avons toutes sortes de lecteurs qui ont une vision de la France grâce à Mediapart, parce que Mediapart parle de la société, pas que du pouvoir en haut. Et donc il y a des abonnés de Mediapart qui, à Singapour, à Phnom Penh, sont à l'Alliance française, sont dans les lycées français et qui m'ont demandé de venir parler de la presse. Je vais sans arrêt faire des conférences et des ateliers, parler de l'actualité française, y compris l'actualité lourde dont on va peut-être parler, la déchéance de nationalité, l'état d'urgence. Donc la semaine de la presse à l'école, je la passe en Asie. Oui, et être libre, ça veut dire prendre des coups. Là, vous racontez dans cette interview qu'un proche de Cahuzac que vous avez contribué à faire tomber vous en veut et vous poursuit avec le fisc. Disons que la haute administration de Bercy, qui avait en grande part soutenu Cahuzac au point d'essayer de le faire injustement blanchir, vous savez, la manœuvre auprès de la Suisse où ils ont dit non, il n'y a rien, et quelques semaines après, la justice nous donnait raison, eh bien, c'est ceux-là qui sont à l'origine du contrôle fiscal que nous contestons, tout en payant ce que nous devons payer et tout en respectant les règles, procédures, tribunal administratif. Nous n'avons fait que défendre l'égalité de droit, même droit pour la presse numérique et pour la presse papier. Oui, vous dites dans un livre, on va en parler, dans Dire-nous, vous dites « L'islam wahhabite porté par la finance saoudienne est l'ingrédient de base des idéologies totalitaires au Moyen-Orient sous la bannière de Daesh ». Bien sûr, et c'est pour ça que c'est une folie de se dire qu'aujourd'hui, pour combattre Daesh, l'allié principal de nos gouvernants, est le pays, le régime, le pouvoir, la monarchie, qui est au cœur du laboratoire idéologique, cette petite secte wahhabite totalement minoritaire dans l'islam, qui ne doit sa puissance qu'à cette alliance autour de quoi? Autour du tout pétrole, autour des énergies fossiles. Et c'est une folie de se dire qu'on peut combattre ceux, ils ont le même code pénal. Le code pénal de l'Arabie Saoudite et le code pénal de l'organisation dite État islamique sont les mêmes. C'est là où on est au cœur de l'incohérence. C'est une folie, alors vous dites quoi? C'est François Hollande qui a cette folie parce que... C'est une incohérence. Je dis tout le thème du livre, c'est qu'il ne nous protège pas. Il part au court terme. Ils utilisent la terreur, le terrorisme, pour nous entraîner dans une politique de la peur, au lieu de réfléchir, au lieu de s'attaquer aux causes, au lieu de trouver des réponses politiques. Et la réponse politique n'est certainement pas de donner une légion d'honneur au prince héritier, ministre. Ça a été fait vendredi en catimini, de manière tout à fait discrète par l'Élysée. Nous l'avons mis en évidence grâce à une dépêche saoudienne dimanche, non seulement contrat d'armement, mais ce symbole d'une légion d'honneur à l'homme qui n'est pas seulement le prince héritier, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est à l'origine d'un durcissement du régime, l'augmentation terrible des peines capitales, les peines capitales qui vont y compris au délit d'opinion. L'imam chiite qui a été exécuté, il n'avait fait que dire des choses qui déplaisaient à la monarchie. Le blogueur qui est toujours en prison et qui a reçu des coups de fouet, il n'a fait que exercer
sa liberté de dire. Donc comment peut-on prétendre, défendre, combattre l'idéologie totalitaire qui a armé ces enfants perdus qui nous ont frappés en 2015 en étant alliés à la monarchie qui a fait alliance avec un clergé qui est au cœur de cette idéologie totalitaire. Oui. C'est le même débat qu'ont les Turcs aujourd'hui, hein, au cœur de la société turque, où aujourd'hui on voit ce régime de M. Erdogan... Qui fait fermer un journal d'opposition. Qui fait fermer un journal, qui en même temps réprime les Kurdes, qui refuse On est au cœur d'un moment important pour nous tous, sous toutes les latitudes, de Donald Trump à Poutine, en passant par Marine Le Pen et en passant par les sociétés dont je viens de parler. Nous sommes dans une civilisation globale qui est désormais multiculturelle, qui donc est faite du respect de sa pluralité, de sa diversité. Et nous avons aujourd'hui des pouvoirs, des idéologies qui veulent combattre la pluralité. Au cœur de l'islam, c'est le fait de diaboliser les chiites et de vouloir assassiner les chiites, ce que fait Daesh, mais ce que fait également l'Arabie saoudite qui les diabolise. Et donc, il faut arriver à accepter le pluralisme. Et donc, on est au cœur, accepter les minorités politiques, accepter les minorités religieuses, accepter les minorités qui les réfugiés aussi. Et bien sûr. Aujourd'hui, on en parle avec ce sommet européen et on voit bien que l'Europe va aider effectivement la Turquie. Mais est-ce suffisant? N'est-ce pas trop tard? Mais c'est déjà trop tard. Mais néanmoins, il faudrait déjà que nos dirigeants aient la bonne pédagogie politique. Vous savez, je rends hommage pour moi à Mme Merkel. On peut la critiquer sur plein de choses, mais sur cette question-là, elle a été au rendez-vous des principes. Nos dirigeants ont fait quelque chose d'effroyable. La semaine dernière, non seulement c'est les bulldozers qui ont détruit des lieux de vie à Calais, mais la façon de faire ce chantage aux Britanniques, de leur dire, vous savez, si vous quittez l'Europe, on va vous les envoyer, comme si c'était des hordes, comme si ce n'étaient pas des gens qui devaient chercher les mêmes désirs que nous, de bien vivre, d'avoir la protection, d'avoir le droit à l'éducation, d'avoir le droit à la santé. Et donc il y a aujourd'hui, chez nos gouvernants, une façon, et c'est le terrible discours de Munich de M. Valls, aller en Allemagne, alors que l'Allemagne nous a fait la leçon, nous a montré comment on pouvait accueillir, comment on pouvait faire une société solidaire et tenir ce qu'a dit M. Valls, ce discours de fermeté à l'égard de qui? À l'égard des faibles, à l'égard des fragiles, à l'égard des opprimés, à l'égard des gens qui fuient la guerre, qui fuient l'oppression, qui fuient les destructions. En général, la fermeté, c'est vis-à-vis de qui? Quand on est progressiste, quand on est démocrate, c'est vis-à-vis des puissants, c'est vis-à-vis des égoïstes, c'est pas vis-à-vis des plus fragiles. Merci beaucoup, Edwy Plenel. Dire nous, contre les peurs et les haines, nos causes communes, publiées chez Don Quichotte, c'est le discours finalement, j'allais presque dire, un discours à contre-courant total de ce que l'on voit aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un discours qui rencontre ce qu'il y a dans notre société aujourd'hui. Notre société, elle veut faire du lien, de la relation. D'en haut, dans la vieille politique, on essaye de nous mettre en guerre, les uns contre les autres, au nom de notre origine, de notre croyance, de ce que nous sommes, de notre apparence. On installe un état d'urgence permanent. Bien sûr, état d'exception permanent. Et d'ailleurs, des gens de droite comme M. Devedjian disent à juste titre que ce n'est pas défendre les libertés, ce n'est pas même nous mettre en sécurité. De la même manière, la déchéance de nationalité, on est ici à TV5, nous prétendons parler au monde. Et la France, qui se prétend le pays des droits de l'homme, fait toutes ces encoches qui vont jusqu'à défendre l'idée d'une nation identitaire, d'une nation qui se purifierait. Alors que quelle est notre force? Et TV5 l'incarne. Nous sommes normalement une Amérique de l'Europe, un pays qui peut parler au monde parce qu'il accepte le monde en lui, parce qu'il est fait du monde. La rupture symbolique qui a été faite ces 3 derniers mois par ce pouvoir, issu du combat contre un pouvoir, le pouvoir sarkozyste qui avait hystérisé la société française, eh bien cette rupture est pour moi un point de non-retour. Mon livre est un appel à la jeunesse, notamment, pour que la société elle-même se prenne en main. Notre démocratie, vous dites en fait que maintenant, la démocratie n'est plus, vous le dites d'ailleurs, de choisir ses dirigeants. La démocratie, c'est quoi? C'est par exemple aujourd'hui une pétition en ligne contre la loi El Khomri. Regardez ce qui s'est passé sur cette loi travail. C'est non seulement le succès phénoménal de cette pétition numérique, mais c'est tous ces jeunes qui s'en sont emparés. On vaut mieux que ça. Tous ces témoignages de youtubeurs. Vous savez, le numérique
la révolution du numérique, et je l'ai dit une fois dans votre émission, appelle un nouvel imaginaire démocratique, appelle une révolution démocratique. Et cette révolution démocratique, elle est fondée sur cette idée du n'importe qui. Nous sommes les meilleurs experts de nos propres vies. Il faut sortir de cette verticalité où des gens pensent à notre place ce qui est bon pour nous. Et il faut faire chemin, quelles que soient nos sensibilités, encore une fois, nos croyances ou nos non-croyances, nos apparences, nos origines, nos cultures, il faut se rencontrer sur ce que j'appelle les causes communes, notre travail, notre vie quotidienne, nos défis quotidiens. Il faut être à la fois radical, prendre les problèmes à la racine, et pragmatique, c'est-à-dire ne pas se payer de mots, être dans le concret du terrain. Sur le climat, quand la COP21, pourquoi elle a été un succès ? Parce que la société civile, pendant ces 30 dernières années, a bousculé. Le climato-sceptique, il était majoritaire chez les gouvernants. Sans société civile, il n'y aurait jamais eu la COP21. Et cette société civile, ils ont voulu la mettre en congé pendant la COP21. La COP21, ils ont pris des engagements et comme vous avez vu, ils étaient prêts à les remettre en cause. 10 ans de plus que le nucléaire. 2 centrales nucléaires d'EDF au risque de le mettre C'est le cas aujourd'hui, c'est ce que veut Ségolène Royal. Mais la prolongation des centrales nucléaires, notamment de Fessenheim. 10 ans de plus, Fessenheim, comme s'il n'y avait pas de frontières, l'Allemagne dit elle est très dangereuse et elle nous concerne aussi, l'amendement pollueur-payeur qu'ils ont failli faire passer. Cette idée l'idée de dire que si je pollue et si mon bateau était autorisé, si mon médicament pour autre chose était autorisé et tuait des gens, comme c'était autorisé, j'ai rien à payer. Les responsabilités, ils étaient prêts à faire passer ça. Et donc, vous voyez bien que là, on est devant des postures. Ils sont écologistes comme moi, je suis curé, un peu. C'est-à-dire que c'est une écologie de moment et pas une écologie profonde. L'écologie profonde, c'est de se dire, on écoute la société, on fait avec la société. Regardez l'histoire, je trouve dans ces 4 ans, il y a eu un moment pour moi dramatique, avant l'année tragique que nous avons vécue en 2015. L'année dernière, au fin dernier jour de décembre, tout d'un coup, il y a eu une petite décision. Tiens, le barrage de Sivins, c'est fini. Mais quand même, un jeune homme qui avait à peine 20 ans, Rémi Fraisse, qui était curieux des plantes, qui n'était pas un violent, qui défendait ses causes communes, le territoire, le refus des éléphants blancs, décidé par des experts sachants qui sont loin de l'expérience concrète. Et il en est mort. Et on a essayé pendant les premiers jours de calomnier son décès. Vous vous souvenez de dire qu'il aurait eu un engin explosif, etc. Je rappelle tout ça parce que je pense aujourd'hui, dans le moment où nous parlons, où la jeunesse de France est peut-être en train de s'éveiller, dans sa diversité, que nous avons besoin de ce réveil. Nous avons besoin de sortir d'une vieille politique qui se résumerait à qui est candidat, qui va occuper tel poste, à des gens qui font campagne en disant « nous », mais qui après gouvernent en disant « je ». Et nous avons besoin, comme ce fut le cas dans d'autres moments, de réinventer notre avenir commun par la dynamique concrète de la société. Merci beaucoup, Edwy Plenel. Dire nous est publié donc chez Don Quichotte. Merci d'avoir été notre invité. Merci.